Bonsoir, bienvenue ici à Luchon pour la 25e édition de son festival TV. Comme chaque année, vont y être projetés et primés documentaires comme fiction et nouveautés cette année, des émissions télé. Ce jeudi, place sur le festival à la thématique du climat et de l'environnement. L'occasion pour nous de s'interroger sur la façon dont est abordé aujourd'hui le réchauffement climatique sur nos programmes télé, documentaires ou fiction. Avec nous pour en débattre des réalisateurs, Arnaud Zaitman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des co-réalisateurs avec Quentin Noirfalis de Cobalt, l'envers du rêve électrique. On en voit quelques séquences et on en discute juste après. Bala liboso wana seki na tremble baseka kinga mabe ti nazo tremble boye mais tellement souffrance na botikaka. J'avais vraiment le sentiment très très fort que les gens qui vivent là devaient profiter de ces richesses, qui font la fortune des sociétés chinoises, européennes, américaines. Mais ils souffrent. Je crois que vous avez circulé la ville de Colosie, vous avez vu qu'il n'y a pas de route, et les gens n'ont pas accès à l'eau potable, c'est de l'eau où on déverse les acides. Là où il y a l'extraction des ressources minérales, il y a ce problème-là. Et donc c'est réellement, si on ne fait pas attention, le pays risque d'être un scandale à la fois écologique et toxicologique. L'Agence internationale de l'énergie estime que nous allons avoir besoin de 20 fois plus de cobalt sur le marché mondial. Je ne pense pas que la solution puisse venir des pays nordiques, et en particulier de la Finlande. L'exploitation minière détruit la biodiversité. Il faut l'intégrer. Et elle détruit aussi l'eau douce. Vous imaginez dans quel état sera notre pays d'ici 100 ou 200 ans ? Quand on voit dans votre film comment les matières premières nécessaires à la fabrication de nos batteries, de téléphones, de véhicules, sont extraites, on a honte quelque part finalement de participer à ce commerce, non ? Je ne sais pas si la honte est bonne conseillère, mais ce qui est sûr, c'est que au terme de 4 ans de travail sur ce film, mon sentiment profond, c'est que rien n'est possible sans une conscientisation, une conscience claire de l'origine des batteries, des appareils que nous utilisons tous, que ce soit nos téléphones, nos véhicules, et une implication des citoyens parce que j'ai vraiment la ferme conviction que la réponse ne peut venir, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce film, que des citoyens, que des groupes de pression. La réponse ne peut pas venir des industriels parce qu'ils sont là pour faire du profit, pour vendre leurs voitures, leurs téléphones. Oui, parce que finalement, les industriels, vous leur posez la question directement. Le cobalt, je précise, c'est cette matière qui protège, entre guillemets, les batteries de l'explosion. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que les batteries ne chauffent pas. Et alors, les industriels, eux, ils vous disent, nous, c'est pas nous qui allons chercher le cobalt. Le cobalt, on nous le fournit, on ne sait pas trop d'où il vient. Mais pendant très longtemps, en fait, les entreprises, les constructeurs automobiles, en effet, ne se posaient pas la question. Et c'est lorsqu'un rapport d'Amnesty International en 2016 a acheté le pavé dans la mare qu'ils se sont aperçus qu'en fait, eux, ils l'achetaient en Chine, mais qu'en fait, les batteries, elles sont pas, dans ces batteries se trouvent des minerais qui viennent principalement de la République démocratique, entre guillemets, du Congo, et que y a une responsabilité de nous en tant que consommateurs, mais peut-être encore plus des constructeurs, sur comme l'origine des minerais qu'elles utilisent et l'impact que ça a sur le travail des enfants. À l'époque, c'était la question vraiment clé. Mais en investiguant, on s'est aperçu que ce n'est pas seulement le travail des enfants. C'est un des problèmes. C'est ce que dit d'ailleurs un des interlocuteurs. Il dit, évidemment, c'est important, mais ça n'est qu'un des problèmes. En effet. Et il y a quand même, il faut le reconnaître, une volonté des entreprises de faire le ménage sur cette question. Par contre, il y a le problème de la pollution, de la corruption et de la question de comment la population de ce pays profite de ces matières premières.
Et on voit ce travail de forçat, hein, de ces creuseurs qui attaquent à la roche à main nue ou avec des burins dans des puits qu'ils ont eux-mêmes creusés. C'est des véritables forçats, on peut le dire. Oui, après, c'est ce qui rapporte le plus. Ça rapporte 3 fois plus à peu près que l'agriculture, de travailler dans les mines. Donc on peut comprendre que les Congolais, ils se lancent là-dedans. Les mines artisanales, c'est à peu près 30% de la production du Congo. 70%, ce sont les mines industrielles qui emploient beaucoup moins de main-d'œuvre et sur lesquelles la Chine a réellement mis le grappin il y a déjà une vingtaine d'années. Merci pour ce premier témoignage, Arnaud Zeitman, co-réalisateur avec Quentin Orphalis de Cobalt, l'envers du rêve électrique. Alors en cette journée consacrée ici au Festival de Luchon, au climat et à l'environnement, dans les documentaires et les programmes télé, eh bien on va accueillir nos autres invités. Sophie Labruyère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice vous-même et membre du jury doc ici à Luchon. Par rapport à ce qu'on vient de se dire et à ce qu'on vient de voir, le documentaire, il est là aussi, particulièrement sur cette thématique, il est là pour faire prendre conscience. Oui, pour faire prendre conscience et puis surtout, je pense que c'est quel monde on veut montrer, quel monde on fait exister, parce qu'on n'a pas accès aux histoires de tout le monde, on a une petite fenêtre vis-à-vis de notre niveau social, de notre quotidien, nous fait voir qu'une partie. Et c'est vrai que quand on regarde un documentaire comme le vôtre, on se rend compte de ce qui se passe en République démocratique du Congo, on se rend compte de ce qui se passe pas loin de chez nous quand même, en Europe du Nord aussi. Et c'est vrai que c'est une ouverture incroyable. Notre réalisateur Jérémy Stadler est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des régionaux de l'étape, j'allais dire, puisque vous êtes basé à Montpellier. Vous avez réalisé Ordinaire, un web documentaire. Vous avez parcouru 2000 km à vélo, de Biarritz à La Rochelle, en passant par la Provence. Le but, rencontrer des personnes qui agissent à leur niveau, justement, pour notre planète, pour préserver l'environnement. Et à l'origine de ce web doc, il y avait ce film, Le Grand Saphir. On en regarde un extrait. Tous les gens qui ramassent, c'est des légendes, c'est des héros. Vraiment, il y en a beaucoup. Ils sont nombreux, très nombreux. J'ai voulu allier en fait mon côté un peu délirant avec le sport et mettre un message derrière. C'est pas une personne, c'est un échange de plein de personnes. Et ça, c'est fabuleux. Tu te dis, putain, j'ai la rage, j'ai l'impression d'être le seul à penser à ça, à être dans mon truc, à être énervé, tu vois. Et tu t'aperçois que non. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. Eh bien, ces jeunes-là, ils le montrent, ils le font. Pour nous, c'est rock'n'roll. Il faut que ça reste cool, il faut que ça donne envie. Nager 120 km en pleine mer, non mais laisse tomber, faut être un fou, quoi, c'est clair. C'est innovant, c'est marquant, c'est impressionnant. Et nous, c'est ce que l'on cherche. Cette aventure est humaine avant tout. Le vrai poumon de la Terre, c'est la mer, en fait. Quand on a vraiment conscience, effectivement, je pense que tu as envie de la protéger. Alors Jérémy, dans votre web docu Ordinaire que vous présentez ici, il y a Tom Flambeau qui ramasse des plombs de pêche au fond de la mer, Marion Lescaut, pardon, oui. Marion Lescaut, c'est ouais, ça. Marion Lescaut, qui elle collecte les masques usagés. C'est quoi le but? Convaincre finalement peut-être d'autres personnes d'agir à leur échelle aussi? Le but premier, c'était juste de montrer qu'il y avait des gens qui agissent tous les jours, mais dont on n'entend pas parler au quotidien. Et moi, quand j'ai filmé Le Grand Saphir, en fait, ça m'a donné envie de découvrir d'autres personnes. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein, en fait. Et j'ai voulu poursuivre ce phénomène, en fait, d'action simple, cet élan, ouais. Et le message, il reste toujours un peu positif, quand même. L'idée, c'est toujours d'avoir un message positif, de pas être moralisateur. Et de montrer que, voilà, il y a pas mal de monde, quand même, derrière tout ça. Vous dites que
c'est ordinaire un clin d'œil à la révolte ordinaire. C'est une forme d'engagement aussi, ce document que vous nous livrez. C'est un engagement propre à moi-même aussi, puisque je me suis demandé comment je pouvais réduire mon impact par rapport au tournage, parce qu'un tournage, c'est hyper polluant quand même. Et je me suis dit, le moyen le plus simple, c'était de prendre un vélo et de pédaler. Donc j'ai pris un vélo d'occasion, on m'a fabriqué un vélo d'occasion. J'ai pris tout mon matos vidéo et je suis parti un peu à l'aventure, à l'arrache, comme on dit. Et ça s'est bien passé, mal passé, mais c'était une bonne aventure. Est-ce qu'il y a beaucoup de docus à teneur environnementale ou climat dans la sélection cette année, Sophie Lavoyère? Plus que d'habitude ou ça fait déjà plusieurs années que c'est amorcé? Je ne me rends pas compte, je n'ai pas conscience du nombre de d'avant. l'antériorité, ouais. Mais par contre, on se rend compte que malgré tout, ça devient de plus en plus un thème un peu en sous-texte. Même d'autres catégories, de films qui sont dans d'autres catégories, et finalement derrière il y a un message environnemental parce que finalement ça concerne, c'est un peu un lien de tous les sujets, c'est à la fois politique, c'est à la fois émotionnel, ça rassemble beaucoup de sujets en fait. Comment ça s'est passé pour vous, Arnaud Zeitman? Ça a été, j'allais dire, un territoire que vous aviez déjà exploré, cette thématique-là, ou vous sentez aussi que Arte, notamment, la RTBF, qui vous ont pris ce documentaire, sont plus axés sur ces problématiques-là, plus concernés, comme les téléspectateurs d'ailleurs? Alors moi, je suis entré dans le sujet par le Congo, parce que j'ai été journaliste, correspondant de presse pour la BBC, puis France 24, pendant plus d'une dizaine d'années au Congo. Donc c'est un pays que j'ai arpenté, d'abord sur les questions politiques, sur la question de la guerre, que j'ai beaucoup couverte là-bas. Mais le Congo, c'est aussi le coffre-fort de l'humanité, un scandale géologique, puisque tous les minerais s'y trouvent, notamment l'uranium qui a servi aux bombes atomiques, et notamment le cobalt. Et donc, lorsque une journaliste, Louise Rosès, est venue me voir, m'a proposé le sujet, je me suis dit qu'en effet, ces mines de cobalt, que j'avais déjà visitées d'ailleurs, que c'est vrai qu'il y avait une thématique, disons, qui nous concernait aussi en tant que consommateurs. Et on a travaillé ensemble avec Quentin Noirfalis pour réaliser ce projet. Et donc, disons que la connaissance du Congo nous a aussi permis d'avoir des accès et de pouvoir aller au plus près de ces mines. Oui, on le voit bien dans le documentaire puisque vous y descendez. Jérémy, à votre niveau, vous sentez, notamment sur le web, qu'il y a effectivement une place de plus en plus large à ces programmes consacrés au climat et à l'environnement? C'est vrai que depuis quelques années, on en voit de plus en plus. C'est plutôt une bonne chose, je dirais. Mais en fait, finalement, le problème, il est toujours là. Et moi, plus j'avance dans ce milieu-là, plus je me dis que c'est vraiment compliqué de voir les choses positivement. Mais c'est ça aussi, ce genre de projet, il est là pour te redonner de l'énergie, d'avoir ce côté positif qui te rebooste pour continuer à raconter d'autres histoires qui font sens. Et voilà quoi. C'est bien d'en parler en tout cas. On est là pour ça. Merci d'ores et déjà, vous trois, pour ces témoignages. On le voit quand, Cobalt? Au mois de mars, mi-mars, sur Arte. Et vous, pour vos web docus? Il me reste un portrait, il est encore en post-production. Et ce sera diffusé sur le web gratuitement d'ici quelques mois. On y sera. Écoutez, merci d'ores et déjà, vous trois. Il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et vous le savez, comme tous les soirs, l'information de proximité se poursuit sur votre chaîne régionale. Alors nous sommes toujours à Luchon, ici en Haute-Garonne, pour la 25e édition de son festival TV. Et on se demande en cette journée spéciale climat et environnement, comment ces thématiques sont abordées sur nos chaînes. Et on continue à en parler avec vous, Julia Torigna. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve donc sur la partie est, des Pyrénées. Vous allez nous dire comment les programmes catalans, eux, versant espagnol, traitent de cette question de l'environnement.
Le sujet est essentiellement traité sous forme documentaire, notamment dans l'émission 30 minutes de la télévision publique catalane TV3. Ce programme de reportage long aborde régulièrement la question du changement climatique. J'ai fait le calcul sur les 3 dernières années, plus de la moitié des documentaires diffusés évoquent la crise climatique. Dernièrement, on y a par exemple parlé du futur des Pyrénées face au réchauffement, de la montée du niveau de la mer ou encore de l'impact environnemental du tourisme de masse. Le sujet est par contre assez absent de la fiction. Il faut dire que la télévision catalane en produit peu. On peut quand même citer le dessin animé Energédits sur les économies d'énergie. Et alors la télévision catalane, elle met plutôt l'accent sur l'éducation à l'environnement, c'est ça ? Oui, d'ailleurs, une émission de TV3 a été primée pour ça. Il s'agit d'Infoca, le premier et unique journal télévisé pour enfants d'Espagne. Depuis plus de 20 ans, le respect de l'environnement a une grande place dans cette quotidienne très suivie. Et puis, il y a un autre programme télé très important en Catalogne où la question climatique est omniprésente. C'est la météo. Elle dure le double de chez nous et est présentée par des météorologues, de véritables experts, considérés comme des stars qui sensibilisent le public depuis des années à l'évolution du climat et aux problématiques environnementales. Conscients de leur influence, les météorologues de toutes les chaînes espagnoles viennent d'ailleurs de se retrouver en congrès pour tenter d'améliorer la communication sur la crise climatique dans la case météo. Merci Julie, et à la semaine prochaine, bien évidemment. Alors Sophie Labruyère, on l'a dit, le but du jeu, c'est pas forcément de culpabiliser le téléspectateur ou de le rendre éco-anxieux, et aussi, entre guillemets, de positiver sur les initiatives. C'est notamment ce qu'on voit avec Nouvelle Graine que vous avez fait pour France TV Slash. Ah bah oui. Oui, oui, nous, le parti pris pour ce film, c'était de montrer qu'il y avait de la place aussi pour ceux qui n'étaient pas issus du monde agricole, parce que pour le coup, donc, le film s'inscrit... Nouvelle Graine pour ces jeunes agriculteurs qui s'installent. Voilà, qui s'installent et qui espèrent pouvoir mettre en place ce en quoi ils croient, c'est-à-dire une agriculture plus pérenne, plus en respect avec les éléments et sur un temps plus long, un respect du temps long de la nature. Et on se rend compte que c'est forcément avec des difficultés qui sont liées à une économie et un système politique qui rend pas ça forcément possible. Et voilà. Oui, c'est un message, on va dire, de construction aussi. Arnaud Heitman, il y a un responsable d'ONG dans votre documentaire qui dit oui, il faut quand même acheter une voiture électrique. On va pas culpabiliser non plus les gens là-dessus, parce que effectivement, on sait où on en est. Mais voilà, il faut peut-être, comme vous le dites aussi, faire passer des messages. Disons, je pense que la question, c'est pas vraiment pour ou contre la voiture électrique. Bien sûr, les voitures électriques sont moins polluantes que, même en tenant compte du processus de fabrication, que les voitures à combustion. Cependant, la question c'est sur l'usage. Est-ce que, et je pense que les jeunes générations nous le montrent aussi, est-ce que le rêve de la voiture individuelle est encore d'actualité? Est-ce que c'est pas plutôt sur la question de l'usage qu'on doit repenser les choses, le partage des véhicules, les transports en commun, le vélo quand c'est possible. Enfin, il y a aussi cette question-là. Je pense vraiment, moi, j'aime pas du tout l'idée de culpabiliser. Je pense qu'on est plus dans l'idée de réfléchir, et de réfléchir à comment on consomme, ce qu'on consomme, et le faire en connaissance de cause. Et à mon avis, si il y a beaucoup de films qui traitent de l'environnement aujourd'hui, c'est parce que c'est une préoccupation. On est juste au diapason des préoccupations de l'actualité de la société. Oh, bien sûr. Merci beaucoup à vous trois. Oui, en 20 secondes. J'ajouterais, juste qu'effectivement, il y a aussi une réalité, c'est qu'on ne vit pas tous de la même façon. Donc, on ne peut pas tous avoir les mêmes solutions. Donc, effectivement, ce qui fait que quand on vit à la campagne ou quand on vit en ville, les solutions ne sont pas les mêmes. Et donc, à partir de là, la culpabilité ne peut pas être la même pour tout le monde.
Merci à vous trois en tout cas pour vos témoignages. On vous souhaite une bonne suite de festival, de bonnes délibérations, Sophie Labruyère, et puis on vous souhaite bonne chance à vous deux évidemment. Mi-mars, une théma donc Arte pour Cobalt, et puis vous dans quelques semaines, mois. Quelques mois plutôt, prochainement. Quelques mois, oui, il y a encore du boulot. Merci à vous trois. Tout de suite, vous avez rendez-vous justement avec votre météo, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.